Donald Trump, le président américain qui, vous le savez, poursuit son déplacement dans les pays du Golfe. Il vient d'arriver aux Émirats arabes unis. Vous le voyez ici s'entretenir donc à Abu Dhabi. Une discussion qui a l'air tout à fait apaisée. Le président américain, qui on le rappelle, est là pour officiellement des raisons diplomatiques. Alors c'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais c'est surtout une affaire de business particulièrement juteux. Il est là pour conclure des deals commerciaux comme il l'a fait précédemment quand il était en Arabie Saoudite, donc encore hier au Qatar. Donald Trump qui dit sur ces pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, rien ne va se passer tant que je n'aurai pas vu Vladimir Poutine. Gallagher, on est habitué aux surprises de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il est en train de mijoter? Qu'est-ce qui se trame là? Il vient de voler à la rescousse, une fois n'est pas coutume, de Vladimir Poutine, qui est l'absent flagrant sur les rives du Bosphore, ou à Antalya, ou Ankara, ou que ces pourparlers directs aient pu avoir lieu sur le territoire turc. Parce que là, aujourd'hui, de manière physique, concrète, géographique, Volodymyr Zelensky est en Turquie, Donald Trump n'y est pas, Vladimir Poutine n'y sont pas. Donc Zelensky se retrouve à nouveau isolé et esselé dans cette, même s'il est avec le président turc, triangulaire infernale. Oui, mais rappelez-vous que le Turc propose son territoire, et c'est servi, j'en conviens, mais il y avait une sorte, d'arbitrage qui devait se faire sous médiation américaine, et sous l'autorité desquels devaient se parler directement Russes et Ukrainiens. Est-ce que, puisqu'on parlait d'un président américain qui pouvait se déplacer vers la Turquie, et au passage, il faut quand même se souvenir que c'est pas comme vous et moi, Isabelle, que quand vous allez en vacances et que sur un coup de tête, vous dites allez à Rome. Voilà, un président américain, c'est au bas mot de Boeing, dont un avec à l'intérieur 1 ou 2 hélicoptères, des véhicules, un aéropage conséquent. Vous avez des équipes qui partent en avance, qui jalonnent et plotent pour des raisons sécuritaires, diplomatiques et politiques. Chaque mètre, voire mètre carré parcouru par la délégation. Donc on n'improvise pas un déplacement, qui plus est à l'étranger, sur une zone où les choses sont quand même assez compliquées, du président américain. Est-ce que c'est une invitation, en revanche, j'avais une thèse puisqu'on en est réduit à ça, à ce que Vladimir Poutine, lui, se déplace pour venir à la rencontre de Donald Trump, sachant que là, il est en train de se déplacer dans des pays qui n'ont pas ratifié le statut de Rome. Donc c'est faisable juridiquement parlant et logistiquement parlant pour Vladimir Poutine. Donald Trump, lui, il a expliqué il y a quelques minutes que son agenda, et aujourd'hui il est aux Émirats, il vient de quitter Doha, au Qatar un petit peu plus tôt ce jour, est déjà totalement complet. C'est une possibilité. Je termine en disant qu'en fait, ce que vous nous demandez, et l'exercice est particulièrement compliqué, c'est d'être expert, au sens propre du terme, de l'extraordinaire et de l'inédit. Puisque Donald Trump, il fait quand même cette déclaration lors d'un petit déjeuner où la presse lui demande qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui se passe sur les rives du Bosphore, et lui il dit évidemment que Vladimir Poutine ne vient pas si je ne suis pas. Et là, tout le monde, si vous voulez, est pris de court en disant c'est pas exactement la réponse qu'on attendait de sa part. Mais Donald Trump parle tout le temps, et en cela, il trahit le fond de sa pensée. Il faut aussi être expert en manipulation, et là on a affaire à des manipulateurs de haut vol. C'est ce qu'on voit depuis le début de cette séquence diplomatique. Est-ce qu'on, Sébastien Abyss, on peut s'attendre, alors on en est réduit au stade de la spéculation, mais comme le laisse un peu entendre Gallagher, on peut s'attendre à un coup de théâtre, pourquoi pas? Moi, pour prolonger ce qui vient d'être dit, ne pas oublier aujourd'hui le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on a dans cette zone du Moyen-Orient des monarchies du Golfe qui sont pas forcément à l'aise avec le fait que la Turquie serait la seule à jouer sur le terrain diplomatique. Et les monarchies du Golfe, les trois de visite de Donald Trump, Arabie Saoudite, Qatar et Émirats, sont pas forcément toujours très très complices. Il y a une très grande rivalité aussi entre ces monarchies, qui rêvent toutes les trois de devenir des grands lieux de diplomatie internationale. Souvenons-nous que les Saoudiens ont permis, la Chine a rabiboché
les Saoudiens et les Iraniens. Souvenons-nous sur les otages à Gaza, le rôle de Doha, l'importance de la diplomatie qatari, etc. Et donc, est-ce que, en effet, puisque Vladimir Poutine n'est pas sanctionné dans ces territoires, je rappelle aussi en parallèle l'importance des affaires économiques par ces acteurs-là. Les relations économiques entre la Russie et l'Arabie Saoudite sont très denses. L'Arabie Saoudite, c'est un des plus grands acheteurs de blé de la Russie, premier fournisseur de blé de la planète. Les Émiratis ont une relation avec la Russie qui s'est densifiée depuis 3 ans, puisque Abu Dhabi et Dubaï, vous croisez énormément de Russes, et pas pour faire la fête, pour faire des affaires, énormément. Donc, il y a une concurrence aussi dans cette région du monde, qui a toujours été quand même une espèce de cœur géopolitique dans la grande géohistoire. Hein. Et ce qui est très troublant aujourd'hui, moi je voudrais juste rappeler ça, c'est qu'encore une fois, il y a 10 jours, il y a eu une très belle image dans un train au niveau des chefs d'État européens. Vous parlez de la Pologne vers Kiev. Oui, et c'était il y a 10 jours. Mais enfin là, on ne parle pas des Européens, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Européens au Moyen-Orient, il n'y a pas d'Européens aujourd'hui en Turquie, à part sur le volet OTAN. Mais en gros, il y a des Européens en Turquie aujourd'hui pour faire un chèque. Pour les dépenses militaires, et puisqu'il faut rééquilibrer les comptes dans l'OTAN. Donc les Européens ne sont pas dans la table de la discussion, ils sont sur commencer à payer votre propre sécurité. C'est le seul sujet dont on leur parle aujourd'hui sur le sol turc. Alors à la manœuvre, donc Donald Trump, qui est toujours au centre du jeu. On va regarder ce qu'il a dit précisément il y a quelques instants. Le président américain a dit à Revol, écoutez, rien ne se passera tant que Poutine et moi ne nous rencontrerons pas, d'accord. Et évidemment, il n'allait pas y aller. Donc y aller, c'est pour parler en Turquie à Istanbul. Il allait y aller, mais il pensait que j'irais. Il n'irait pas si je n'ai... Bon, bref, pardonnez-moi, mais c'est du Donald Trump qui dit beaucoup de choses en même temps. Et je ne crois pas qu'il se passera quoi que ce soit, que ça vous plaise ou non, tant que nous ne nous rencontrerons pas. Mais il va falloir régler ce problème, car trop de gens meurent. Alors, il rappelle quand même la réalité du terrain, mais bon... Adina Revol. On n'a rien de nouveau depuis le 20 janvier. C'est toujours la même chose. Trop de gens meurent. Moi, je vais tout régler. Il se passe rien, comme je disais tout à l'heure. Plus de civils meurent depuis le 20 janvier qu'avant. Donc, clairement, il n'y a pas d'avancée diplomatique. Mais je pense qu'il faut y aller sur les sanctions, parce que les sanctions ont été annoncées, mais il y a des choses qui peuvent se faire sans les sanctions. Aujourd'hui, en Europe, on parlait justement que les Européens n'étaient pas là, ne sont pas là à Istanbul ou à Ankara, mais on achète encore du gaz russe. Donc c'est une problématique. On n'arrive pas à sanctionner le gaz russe, mais on peut arrêter d'importer du gaz russe en Europe. Déjà, c'est 20 milliards qu'on pourrait plus envoyer à Poutine chaque année. C'est un chiffre qui est quand même très important. Depuis le début de la guerre, on a acheté pour 200 milliards d'énergie fossile russe et on a envoyé 134 milliards d'aide à l'Ukraine. Donc si on veut... C'est dire le décalage. Il y a un vrai décalage. Donc, si on veut aider l'Ukraine à gagner, parce que finalement, on ne peut pas avoir de paix durable dans l'Union européenne, parce que là, on parle du continent européen, sans la défaite de Vladimir Poutine en Ukraine. Sinon, on va avoir une sorte de guerre froide sur la ligne de front installée sur le continent européen et de manière durable. Alors, vous parlez des sanctions et on va rentrer dans le détail de ce qui s'est dit, notamment ce matin à Antalya. Mais d'abord, peut-être une réaction, colonel, sur cette déclaration toute fraîche de Donald Trump, votre lecture sur ce que dit le président américain. Alors, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que cette phrase est comme relativement creuse, mais ce qui est intéressant, il ne faut jamais oublier que... Elle est creuse, mais enfin, il dit quand même qu'il faut s'attendre à une rencontre avec Vladimir Poutine. Est-ce que c'est une fulgurance ou c'est quelque chose qu'il a fait avec Poutine, et comme on ne le sait pas. Par contre, c'est un New-Yorkais, Trump, il ne faut jamais oublier ça. Les New-Yorkais, sans vouloir essentialiser tous les New-Yorkais, un New-Yorkais, c'est ça, il domine, il parle, il est très à l'aise. Ils sont tous... Enfin, quand on connaît New York et les New-Yorkais, ils sont souvent comme ça. Le deuxième point qui est très fort chez Trump, c'est que dans un bazar général, en fait, il arrive à faire croire que c'est lui l'organisateur de ce bazar. Et en fait, il récupère la mise, indirectement, il récupère la mise en créant un peu de système. La meilleure preuve, c'est qu'on parle que de lui depuis 5 minutes. On ne sait même pas si Trump est au courant que peut-être si Poutine est au courant que Trump va arriver dans 2 heures par un avion, etc. Quelles que soient les conditions de la préparation de ce déplacement. Où là, je suis d'accord avec Gallagher, c'est presque impossible qu'un chef d'État américain se déplace comme ça en freelance quelque part. C'est presque impensable. Cette phrase, si on la condense et qu'on la résume, c'est Donald Trump qui dit « Je n'ai jamais eu l'intention d'aller en Turquie ». Et donc... Mais donc il dit exactement l'inverse de ce qu'on a tous
bien compris ces derniers jours Oui, je change de discours. Non, mais pardonnez-moi. Il a fait croire qu'il pourrait se rendre en Turquie. Zelensky a dit très bien, j'y vais. Poutine a temporisé. Poutine, on parlait tout à l'heure de la grande expérience de Lavrov. Vous savez combien de présidents américains il a pratiqué, combien de présidents français, etc. Il sait très bien qu'un président américain, il décide pas en claquant des doigts de passer de Doha à Istanbul ou Ankara comme ça. Donc Poutine a poussé, si vous voulez, la tension jusqu'à mercredi, donc hier soir tard, où il y a eu l'officialisation par le Kremlin de la composition de la délégation, ce qui voulait dire niet de la part de Vladimir Poutine, histoire de s'assurer bien jusqu'à la dernière minute que Trump n'y serait pas, et donc que lui non plus, et donc que Zelensky, et c'est l'image qu'on a aujourd'hui, serait tout seul sur le territoire turc à faire des ronds. C'est ça qui semble improbable, c'est qu'on a dit ici même, en début de semaine, voilà Vladimir Poutine qui est pris à son propre piège, puisque Volodymyr Zelensky lui dit chiche, donnons-nous rendez-vous. Et finalement, là, on assiste au renversement total de la situation. Une nouvelle embuscade. C'est une embuscade. Je ne sais pas qui a dit ça en début de semaine. Toujours est-il que froidement, attention, il n'y a pas eu de révélation soudaine à Saint-Pierre sous la coupole. Donc, lors des obsèques du pape François et cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et le pseudo-réconciliation, révélation que Trump aurait, qu'il se fâcherait contre Poutine, attention aux commentaires trop émotionnels immédiats. Et puis, encore une fois, moi je l'ai dit en début d'émission et je trouve ça très triste, évidemment. Mais la réalité, c'est ça. C'est ce que Gallagher vient de rappeler. C'est qu'aujourd'hui, Zelensky, il est tout seul. Alors bien sûr, Erdogan l'accompagne, puisqu'on est sur le sol turc. Mais Zelensky, il est tout seul. Et on voit sa cote de popularité. Et je redis ce que j'ai mentionné tout à l'heure, mais qui me semble important, c'est qu'on voit bien que Zelensky, il peut être tenté, dans les semaines à venir, de dire, en fait, les Européens, vous voulez pas plus ou vous n'êtes pas capable de faire bouger les lignes. La Chine, vous bougez pas tant que ça finalement, et puis vous c'est quand même plus complice avec Moscou. Trump, finalement, tu m'as ridiculisé, puis tu me réintègres pas, tu nous aides pas, tu as pas de nouvelles promesses d'aide financière ou militaire pour l'armée ukrainienne, etc. Lavrov, tu t'es pas déplacé, Poutine, tu veux pas me voir. En fait, l'Ukraine a toutes les raisons aujourd'hui de poursuivre de manière plus solitaire les choses et de durcir un peu la situation dans les semaines à venir, précisément parce que c'est le seul moyen d'obtenir peut-être quelque chose, puisque les mains tendues aujourd'hui, et Zelensky disait quand même il y a un an qu'il voulait surtout pas rencontrer la Russie, négocier quoi que ce soit. Ceux qui ont montré, et encore une fois par l'image même aujourd'hui, qu'ils étaient prêts à faire des pas vers la diplomatie et un dialogue, c'est l'Ukraine. Bien sûr. C'est pas la Russie, etc. Donc est-ce qu'à un moment donné, l'Ukraine et Zelensky vont pas dire écoutez, nous aussi, à un moment donné, on va arrêter de faire des pas vers les autres, quoi. Et donc vers une poursuite de la guerre sur le terrain avec un Volodymyr Zelensky. On a emballé depuis 150 jours de diplomatie depuis Washington où finalement rien ne bouge sur le fond, quoi. Alors parlons des sanctions et des Européens qui effectivement sont sortis de la photo là depuis aujourd'hui, même si on les a beaucoup vus la semaine dernière, et les membres de l'OTAN, les ministres en tout cas des affaires étrangères de l'OTAN, parmi lesquels donc se trouvait Jean-Noël Barrot, qui évoque ces fameuses sanctions que l'on promet à Moscou. Écoutez. Nous, les Européens, nous voulons accompagner l'Ukraine dans ses négociations de paix, puisque nous voulons la paix, mais nous nous préparons aussi, avec des sanctions qui seraient massives, à contraindre Vladimir Poutine à initier ces négociations de paix s'il continuait à les esquiver. Et on rappelle dans le plan américain ce projet de loi du sénateur Lindsey Graham qui porte un paquet de sanctions drastiques, à l'heure des droits de douane de 500% sur les importations du pétrole, 500% sur les pays qui aujourd'hui continuent d'importer du pétrole russe, même chose sur les biens et les services, des sanctions à l'égard des institutions financières, donc on dit destructrices, dévastatrices. Bon, et force est de constater que depuis 3 ans, il y a eu 16 trains de sanctions.
Il référence M. Le Maire en mars 2022 dans sa ministre des Finances qui assurait que l'Ukraine serait à genoux, la Russie serait à genoux rapidement. Bon, ça s'est pas fait. Le problème, ça aurait pu fonctionner. Pourquoi ? Parce que si les Américains avaient été fâchés, comme on avait pu l'imaginer à un moment donné, sous la coupole, donc par la grâce divine, une espèce de transformation incroyable, il était fâché contre Poutine, à ce moment-là, effectivement, il aurait pu appuyer les sanctions concrètement, à mettre le poids américain dans la balance pour en fait littéralement interdire les transits maritimes de tout ce qu'on voudra, mettre en place des sanctions. Le problème, c'est faire des sanctions de 500% pour ceux qui négocient ou qui traitent avec la Russie et la Chine. Vous le faites comment ? Et la Turquie qui fait du business, et le Moyen-Orient qui fait du business H24 avec le tel que vous venez de dire à l'instant. On va leur mettre 500% de taxes. Bien sûr que non, il n'y aura pas les taxes. Donc bilan de l'opération, qu'est-ce qui se passe ? Le seul effet significatif de ces systèmes de sanctions, c'est quoi ? C'est de lutter contre les bâtiments fantômes, c'est les transits mystérieux de pétrole en mer Baltique ou ailleurs. Enfin, c'est juste pas beaucoup, c'est juste un petit delta en plus.